Tu vois, quand j'avais écrit « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime », c'était pas « Je baiserai la France ». C'était « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». C'est comme si je cherchais à être quand même accepté. Je cherche plus à être accepté. Je m'en fous maintenant. Je suis passé par trop de combats. Je suis passé par trop de choses pour maintenant avoir envie de continuer à négocier. Dernier Betu, dernière playlist, derrière tout ça, il y a du stream, derrière tout ça, il y a de la triche. Je suis dans le game pour éviter la street. Aujourd'hui, tu sais, tout le monde est un peu au courant que le jeu, il est un peu truqué. Il y en a beaucoup qui, voilà, qui jouent le jeu le nouveau jeu du game. Derrière tout ça, il y a du stream. Ça, c'est vrai, tout. Et derrière tout ça, il y a aussi de la triche. Derrière tout ça, il y a du stream. Derrière tout ça, il y a de la triche. Malgré tout ça, je préfère rester quand même dans ce game pour éviter d'être dans les problèmes de la street dans lesquels j'ai pu grandir pendant toute ma vie, quoi. Ça triche, mais il y a même des artistes qui sont même pas au courant que ça triche, quoi. C'est le game, c'est comme ça. Tout est truqué de toute manière. C'est les combats de boxe, la musique, c'est comme ça, hein. Donc en fait, je me suis battu toute une grosse partie de ma carrière sans savoir que je me battais pas avec les mêmes armes. C'est plus ça que j'essaye d'exprimer à travers cette phrase. Je baise des femmes qui ne m'aiment pas, qui parlent des langues que je ne comprends même pas. C'est un lifestyle, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je baise des femmes qui ne m'aiment pas, qui parlent des langues que je comprends même pas. Il y a que ceux qui connaissent cette vie-là, qui peuvent comprendre ma phrase, quoi. Tu vois, tous ceux qui ont pu avoir accès au plaisir clandestin, qui peuvent comprendre qui peuvent comprendre ma phrase, on va dire ça comme ça. On avait trop de choses en commun, comme la même vision de vie. Mon effroyable passé m'enferme dans cette tristesse infinie. Soudain, t'as du mal à me comprendre. Pourquoi je ne suis pas heureux? Aimer sans savoir aimer, c'est dangereux. Je pense que la phrase à retenir, c'est aimer sans savoir aimer, c'est dangereux, parce que tu peux parfois avoir les meilleures intentions du monde. Si tu sais pas aimer, tu peux être mal compris, tu peux rentrer dans des relations toxiques, alors qu'en fait, tout le monde avait envie que ça se passe bien. L'amour, si t'en as peur, ben, tu l'apprivoises pas et à la fin, tu fais n'importe quoi. Aimer sans savoir aimer, c'est dangereux. Il y en a qui arrivent à donner la valeur à l'amour parce qu'ils sont passés dans des trop grandes souffrances, et il y en a qui, par les trop grandes souffrances, ont peur de l'amour. Donc, tu vois, en fait, finalement, c'est la façon dont tu laisses rentrer les ténèbres dans ton cœur. Si les ténèbres sont trop présentes dans ton cœur, tu vas pas réussir. Et si tu décides de donner ta vie à la lumière, ben, tu seras plus propice à avoir accès à l'amour et à savoir le vivre. Infidèle, madame misère est trop frêle et beaucoup trop laide. Faut qu'on s'entraide, faut du profit. Frollo, pour qu'on reste au beau fixe, faudrait moins de flingues et plus de fric. 20 ans plus tard. Faut qu'on s'entraide toujours. Faut toujours qu'on fasse du profit. Faut qu'on s'entraide, faut du profit. Frollo, pour qu'on reste au beau fixe, faudrait moins de flingues et plus de fric. Il est dur le climat dehors là. Mais il y a quand même une évolution que moi-même je peux constater. Quand nous on était jeunes et je sais pas, quand on avait 15 ans, dans les quartiers on n'avait pas de grands qui avaient des commerces pour dire viens je te donne un petit boulot à côté de tes études. Alors qu'aujourd'hui dans les banlieues il y a plein de petits jeunes, ils ont pas accès on va dire à la vie criminelle parce que ils ont accès quand même à des petits boulots grâce à leur proximité, des plus grandes générations qui ont des restos, des affaires et tout qui les font travailler et ça leur permet de pouvoir continuer leurs études sur le côté. Moi, dans mon époque, c'était soit c'était criminel ou soit tu faisais des études pour après ne même pas avoir un bon poste. Donc, ce qui fait que la rue, dans ma génération, elle avait plus raison que le droit chemin, on va dire. Parce que quand on voyait les gens du droit chemin, on disait, mais il fait quoi, là? Il a fait bac S, il a rien, après il va à l'autre, on disait, ouais, c'est mort. On se disait, tu peux pas aller à l'école. À l'école, ça va rien te rapporter. Il y avait pas encore les bons exemples. Donc pour moi, c'est une grande évolution parce que quand j'étais petit, c'était pas comme ça. La test ne fait que se dégrader. Peut-être que c'est le shaitan qui nous a charmés. J'oublierai jamais les banlieues qu'on brûlait. Peut-être que cette fois-ci, mon gros, j'irai voter. Et entre parenthèses, non, Frollo. Ouais, j'ai jamais voté déjà. Est-ce que tu as senti avant, après les émeutes de 2005, dans les mentalités, une évolution? C'est le début de la vraie écoute de la voix des sans-voix. C'est le début de la vraie existence de la banlieue par les médias mainstream et par tous les gens qui n'y vivaient pas. C'est là qu'ils ont commencé à avoir vraiment accès à ce que le banlieusard pouvait penser, à ce que le jeune du 93 pouvait aspirer. C'est le début de la construction de la nouvelle passerelle, on va dire. Et ça a mis longtemps. J'oublierai jamais les banlieues qu'on brûlait. Peut-être que cette fois-ci, mon gros, j'irai voter. Quand moi, j'étais adolescent dans les années 90, il y avait une passerelle qui existait entre la banlieue et, on va dire, les quartiers chics.
de Paris, c'était le hip-hop. Par le graffiti, la danse et le rap, tu vois, c'était le mouvement hip-hop, ils se fréquentaient tous. Tu vois, avant, le rap, c'était fait d'un peu de bourgeois, un peu de mecs de quartier, un peu de mecs de... C'était une culture qui a rassemblé les gens, alors que nous, les gens qui avons émergé durant le début des années 2000, on est dans l'ère de la ghettoisation, c'est-à-dire où tout commence à devenir segmenté. Les mecs de cité restent entre eux, les mecs de Paris restent entre eux, les blancs ils restent entre eux, les noirs et les arabes restent entre eux, alors que dans les années 90, tout le monde restait ensemble, on va dire. Fin des années 90, début 2000, c'est le début de la ghettoisation. On revient depuis, je pense, 5-6 ans sur une reconstruction de passerelles culturelles entre les peuples de France. Mon rap est une scène de meurtre maquillée en suicide, en mode baltringue, les chiens se mettent à miauler, deux mecs sur une bécane, ça fait peur ou pleurer. Ouais, c'était un gros morceau. C'était le morceau qu'on a fait avec Booba après avoir fait un gros morceau dans son album Westside, qui était Ouais Ouais. Parle à moi avec un Glock dans la peau. C'était une période où on faisait beaucoup de choses ensemble et tout. Il était dans mes clips, la trilogie. Et quand j'ai attaqué l'album du Général, on a fait un nouveau morceau, voilà, dont cette phrase est sortie. C'était l'époque où, justement, ça ramenait du nouveau style d'instru et qu'on voulait pas perdre la plume derrière, tu vois. On voulait toujours essayer d'écrire, connaître la poésie, avec un soupçon de littérature brutalisée, mais le fond surtout. De mecs sur une pétale, ça fait peur ou pleurer. Il y a beaucoup de textes que j'ai pu écrire qui étaient vraiment très bien écrits alors qu'on était très très jeunes. Et tu vois, par exemple, quand je vois le rap aujourd'hui, un jeune qui rappe, on entend qu'il est jeune. Alors que nous, quand on rappait, on pensait qu'on était vieux. Les gens, moi, je me rappelle que quand on sortait nos premiers trucs, les gens pensaient qu'on avait la trentaine. Ça y est, j'ai niqué la France, je suis refait. On a trop souffert. Très jeune, j'ai connu l'ulcère. Tu crèves d'un cancer, c'est la maladie du crabe. Tu parles seul dehors, c'est la maladie du rap. Pour moi, le rap, c'est pas trop une bonne chose. Hein. Les gens, en vrai, dans leur vie privée, il y a beaucoup de gens qui ont tellement été bousillés au rap qu'on dirait des fous. Hein. Des fous, ils parlent tout seuls, tout. Ils étaient tout le temps avec plein d'alcool et de drogue en studio. Avec l'âge, ça va pas bien. Hein. Si tu perces pas, c'est comment? Il y a plein de rappeurs, hein, tu les vois, mais imagine comment tu les vois, mais sans avoir percé. C'est une catastrophe. Attends. Tu crèves d'un cancer, c'est la maladie du crabe. Tu parles seul dehors, c'est la maladie du rap. J'en ai vu beaucoup, moi, en tout cas, des fous du rap en train de parler tout seul dehors. Parce que pour toi, si on perce pas dans le rap, c'est là qu'il y a... Même en perçant. Mais sauf que le succès dissimule toutes ces carences. Sans le succès, c'est encore plus flagrant. Tu vois, quand j'avais écrit « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime », c'était pas « Je baiserai la France ». C'était « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». C'est comme si je cherchais à être quand même accepté. Et là, c'est comme si je disais, je cherche plus à être accepté. Je m'en fous maintenant. Je disais maintenant, je cherche plus votre amour, je cherche plus rien, j'en ai rien à foutre. C'est comme si je disais, je suis passé par trop de combats, je suis passé par trop de choses pour maintenant avoir envie de continuer à négocier. Légende, j'écris cet album sans même me comprendre. Si j'écoutais les haineux du net, j'aurais pu me pendre. Si j'écoutais les haineux du net, j'aurais pu me pendre. La critique, c'est quelque chose auquel j'ai été exposé depuis mon premier album solo. Parce que à l'époque, avec mon album solo, j'avais fait les premiers morceaux où je chantais. J'étais reconnu pour les morceaux rap, tu vois, des morceaux de puristes, on va dire. Et j'ai fait Petit frère, petite sœur où je chantais. Et tous les mecs de ma génération, ils disaient c'est un fou, il chante. Petit frère, quand les stars débarquent, c'est la garde à... Et c'est là que j'ai ramené un peu les trappes et tout. Donc en fait, à cette période-là, tous les gens de ma génération, ils étaient contre moi en fait. Aujourd'hui, l'album général, c'est comme un classique, comment c'est raconté. Mais en temps réel, les gens de ma génération, ils étaient pas très contents que je sorte cet album en tout cas. On voulait m'enfermer dans ce que je faisais au tout début de ma carrière. J'ai eu ça aussi à l'époque de l'album Attrick, quand j'ai fait la musique électro et tout ça. C'est là qu'on a dit ouais, Mac Taylor, c'est fini. Il pourra plus jamais rapper. Il a fait de l'électro, c'est un malade. J'ai dit, vous avez vu là ce que je suis en train de faire? Vous allez voir bientôt, vous allez entendre de la musique presque similaire où les gens vont chanter comme ça. Après, il y a eu 4 années après, il a commencé à avoir l'air Joule, l'air de Marseille. Même à l'époque, Watibé, donc section d'assaut, ils m'ont dit, franchement, tu nous as ouvert la porte, merci, on va faire Wati House et tout. J'ai toujours eu ce truc-là, je m'en fous moi de ça, parce que le temps m'a souvent donné raison, donc... ça me fait plus rien. Avant, le rap, c'était rien. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il nous reste. Et tu le sais, 2006, le monde de demain nous appartient, comme disait Cool Chain. Ce morceau, comme en 90, c'est une reprise de J'appuie sur la gâchette de NTM. C'est le sample de Barry White.
j'ai repris le même sample. Comme en 90, retour aux sources face au rap attitude. C'est comme si j'ai voulu faire une transmission de culture, tu vois, montrer, vu que j'étais au prime du rappeur qui présente le 9-3, tout, j'ai voulu faire une dédicace à NTM pour montrer que, voilà, d'où vient l'origine de la puissance et tout. Avant le rap c'était rien, aujourd'hui c'est tout. Avant le rap c'était rien, aujourd'hui c'est tout ce qui nous reste. Ben, quand j'écoutais NTM, le rap c'était rien, c'était pas tout le monde qui était dans le rap, les gens ils écoutaient de la funk et tout. Moi j'avais l'impression qu'on arrivait dans une ère où ça y est, le rap il était à son sommet en 2006. Mais il y avait encore plein de portes qui étaient fermées. Mais par rapport à d'où venait le rap, c'était comme si c'était un sommet. À l'instant T. Je disais déjà que ça y est, le rap c'est tout, ils pourront pas faire autrement. Et finalement, le temps nous montre que le rap c'est vraiment important. C'est en plus tout que ça l'était en 2006. Et je disais, le monde de demain nous appartient, comme disait Kouchet. Donc ça veut dire que je disais que dans le futur, c'est sûr qu'on aura de plus en plus de place. 2006. Le monde de demain nous appartient, comme disait Kouchet. Je suis content de relire cette phrase. Ah ben voilà, ben tu vois, marre de pleurer aujourd'hui je ris, tu vois, marre de stresser aujourd'hui je vis. Ben ils ont voulu m'en empêcher en 2010. Ah là, ils m'ont dit quoi? J'étais en train d'essayer d'exprimer un sentiment. Ça fait longtemps que je voulais faire ce, on va dire la rue et le rap me l'ont pas rendu quand j'ai fait ce morceau là électro qui était en train justement de dire je sais plus comment je rentre mais je dis ouais, j'essaie de réapprendre à vivre, c'est ça que c'est, je rentre en disant une phrase comme ça tout, c'était profond hein, mais les gens ils ont pas capté. Pour moi ce morceau là c'était pourquoi je l'ai clippé, parce que c'était comme une thérapie. Faut savoir que c'est l'album du sourire. Atrix c'est l'album où je fais Tony Hatchemani, le clip et tout, mais dans tous les clips de cet album, je souris. Alors que Fifou m'a toujours pris en photo les 10 années précédentes qui précèdent cet album. J'arrivais jamais à sourire. J'étais un mec un peu trop dur et tout. Et je me rappelle, il y a un pote qui m'avait dit quoi, mais pourquoi tu souris jamais? Je dis ah ouais, je souris jamais. Et il dit ouais, t'es toujours énervé, tout. J'ai dit faut que je fasse un travail sur moi. Et en fait, cet album-là, c'était un album où j'essayais de faire un travail sur moi. C'est-à-dire j'essayais d'être solaire, je faisais que rire, tout. Marre de pleurer, aujourd'hui je ris. Et ils me l'ont rendu avec de l'ingratitude à l'époque. Cet album-là. Il est aussi considéré comme un gros album de Mac Taylor, mais c'est après, c'est pas en temps réel. Oui, si. C'était mon, comment on dit, mon gimmick favori. Oui, si. C'était dans un morceau de Wu-Tang que je l'ai entendu pour la première fois. Sans faire exprès, Method Man, il a voulu parler français. J'ai dit quoi? Ah putain, c'est lourd, c'est ça que je vais dire. Mais ça vient de là. Call me.